Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Verbe. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Et pour ce second épisode, j'ai un invité extrêmement spécial, Monsieur Pierre Faury. Salut Alain. Comment tu vas, Pierre? Écoute, ça va très bien, je suis spécial apparemment. T'as dit pareil à Corentin à l'épisode 1, donc c'est vrai. C'est juste de la flagornerie, mais j'accepte malgré tout le compliment. Tu sais que ça me fait vraiment extrêmement plaisir de te recevoir. C'est la petite minute confession où j'avoue que j'ai un peu commencé l'éloquence grâce à toi. Dans le sens où, quand j'ai vu tes vidéos, que tout le monde a vu puisque c'est une star internationale, j'ai vu que la parole pouvait vraiment être belle. Et là, ça m'a vraiment séduit dans le sens où je me suis dit, ok, l'oral peut être vraiment travaillé et précisé avec les mots. C'est pas clair ce que je dis, mais bon. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Sauf moi. Ok, merci. Intro catastrophique, mais juste pour te dire que je suis extrêmement content de te recevoir lors de ce podcast. Je vais te présenter rapidement, mais je pense que tu te définiras mieux. Poète, orateur, diplômé d'HEC Paris, cofondateur du prix national Cyrano, lauréat du concours national d'Aix-en-Provence en 2023. Quoi de plus? Quoi de plus? Non, mais je trouve ça très drôle de présenter les gens, c'est pas une critique que je te fais, hein, mais on le fait de manière générale, par des accomplissements ou par ce qu'ils font. Tu sais, c'est la question qu'on pose. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est vrai. Mais la question qui est intéressante, c'est qu'est-ce que tu es? Et si je réponds à ma propre question, parce que voilà, je fais les questions et les réponses dans ce podcast. Moi, je vais y aller. Voilà, c'était exceptionnel. Non, qu'est-ce que je suis? Je suis une personne curieuse d'abord, je crois. En effet, passionnée par les mots et qui considère que la vie est belle à la mesure des émotions qu'on y ressent. Et donc tout ce que je fais, et j'ai la chance de pouvoir le faire tout le temps, c'est d'essayer ou bien de créer, ou bien de ressentir des émotions. Et ça se traduit dans ce que je fais au quotidien. Alors t'as nommé plein de choses, mais en fait ça prend trois formes. T'as une dimension artistique, donc t'as en effet la poésie, la création de contenu même sur Instagram, TikTok. C'est bizarre de dire le mot artiste quand on parle d'Instagram, mais il y a une dimension artistique en tout cas. Plus récemment, il y a la musique. Il y a une dimension alors commerciale, mais qui est aussi artistique, de se dire... bah oui, avec l'art, on peut aussi vendre des choses, faire des choses pour d'autres gens, donc écrire des discours pour des personnes, des dirigeants, écrire des paroles pour des artistes, des blagues pour des stand-uppers. Et puis il y a une dimension de transmission qui pour moi est extrêmement importante, c'est d'aider les gens à eux-mêmes ressentir ou eux-mêmes véhiculer des émotions. Et c'est le prix Cyrano que tu as mentionné, le concours qu'on a créé, c'est le livre que j'ai coécrit avec mon associé Elliot, c'est des formations que je peux donner. Et en fait tout ça procède, si tu veux, d'un élément, c'est qui je suis. Et je suis quelqu'un qui aime ressentir et faire ressentir des émotions. Ça, c'est beau. Et là, tu me fais ressentir une émotion de joie intense, d'alacrité. Est-ce que, moi j'ai une question, enfin j'ai beaucoup de questions puisque c'est le principe de podcast, voilà. Est-ce que tu te souviens de la première fois que l'on s'est rencontrés? C'était une date assez spéciale, à la fois pour toi et à la fois pour moi. J'ai peur de dire une bêtise. Ah. Je sais la première fois dont je me souviens. Ok. Qui était à Assas il y a quelques mois. Ok. Lorsque je donnais une conférence avec un avocat, mais j'ai l'impression que je me trompe. Non, date symbolique pour toi. Non, j'aurais pas la réponse. En décembre. T'es au premier mot? Exactement. Mais je crois que c'était après la conférence à Assas, Alain. Oula, alors moi, c'est moi qui suis... Non, c'est pas possible. C'est vrai? Parce que conférence à Assas, c'était quelques jours après. C'était le 4 décembre, t'as raison. Ouais, exactement. Okay, donc je me souviens la première fois où on s'est rencontrés, Alain. C'était au film Le Premier Mot qui était une date très importante pour moi. Qu'est-ce que c'était alors pour ceux qui ne savent pas? Ouais, donc on a créé un concours d'éloquence avec Elliot, mon associé, qui s'appelle le prix national Cyrano, qui je trouve est vraiment différent des autres concours d'éloquence. Alors tout le monde dit ça, mais pour le coup à deux égards. D'abord parce qu'il est intergénérationnel. Donc on a des gens qui sont au collège, parfois même au début du collège, et des gens qui sont à la retraite, et puis tout le monde entre les deux, donc des gens qui ont 30, 40, 25, 55 ans. Et puis qui est interdisciplinaire et donc qui teste, je l'espère, toutes les formes d'éloquence ou en tout cas un maximum de formes d'éloquence. Et on a des épreuves en musique, des épreuves en équipe, des épreuves de débat, des épreuves d'improvisation, évidemment aussi des épreuves de discours. Et donc on a vécu une aventure l'année dernière, c'était la première saison de ce concours, qui était exceptionnelle parce qu'on a appris en même temps qu'on faisait ce concours-là à découvrir des gens, des personnes, même des personnalités. Et on s'est dit ce serait trop dommage que cette aventure-là on la garde pour nous. Donc on a fait un film qui s'appelle Le Premier Mot. T'es venu je crois à l'avant-première au cinéma Le Balzac. Et puis dans quelques semaines là on a fait une tournée en France dans plus d'une quinzaine de facultés. Il sera disponible sur YouTube. Et donc voilà, instant promo de ce début de podcast. Okay. Le Premier Mot, je pense au mois de mai ou de juin, sur YouTube pour que tout le monde puisse voir ce film, qui est pas un Spielberg, hein, pour le coup, on est des réalisateurs en herbe, mais qui a le mérite, je crois, de faire ressentir des émotions, ce qui était l'objet principal, et de dire quelque chose sur ce que, au fond, est vraiment la parole
et vraiment l'éloquence. Moi, je me souviens dans la salle, on a bien rigolé, on a été émus. Non, j'ai été vraiment extrêmement surpris de cette belle découverte. Et si je crois bien, il y a une saison 2. Il y a une saison 2 qui est en cours. On a les huitièmes de finale qui ont eu lieu dimanche dernier au moment où on se parle, et les quarts de finale qui ont eu lieu fin mai, les demi-finales et la finale au mois de juin. Donc il y aura une nouvelle édition. Pas de film cette fois-ci malheureusement. Mais de belles émotions à ressentir à nouveau, j'en doute pas. Voilà, donc date assez symbolique pour toi et symbolique pour moi parce que ce 1er décembre, c'était la première vidéo que je postais sur mon compte Instagram où j'avais 200 abonnés à peine. Et donc, je rentre littéralement dans le bain de l'éloquence où à la fin... Éloquence game. Et là, c'est le boss de fin. Là, vous êtes d'accord, c'est vraiment le boss de fin. Le boss de fin, il fait 1m70. J'ai vu pire, j'ai vu pire. Non, mais c'est vrai que moi, j'avais été très impressionné à la fin où tout le monde est sorti et je reconnaissais des visages. Donc toi, Corentin d'Opéloquence et plein de personnes. Et je dis, ah, waouh, ils existent vraiment. C'est très bizarre et c'est très fan. Ce qui est rassurant. Ce qui est rassurant. Je me dis, ok, ce n'est pas une IA. Voilà, Pierre Faury existe vraiment si vous me posez la question. Mais voilà quoi. Et moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à créer vraiment ce concours d'éloquence, Cyrano? Plusieurs choses. D'abord, c'est que j'arrivais à un moment de ma vie où, quand tu finis tes études, tu n'as plus de concours d'éloquence parce qu'ils sont tous liés plus ou moins aux études. Le concours d'Aix, il faut être étudiant. L'ISIAS, il faut être étudiant. Enfin, tous les concours demandent à être étudiant, sauf Eloquentia, mais c'est limité aux 18-30 ans et ils ne sont pas présents dans toutes les villes de France. Et donc, je me suis dit, c'est dommage quand même que quand on finit ses études, on puisse plus faire de concours. Et j'ai pensé à plein de gens qui, juste parce qu'ils n'ont pas fait une école de commerce ou une fac de droit ou un Sciences Po, n'ont jamais eu l'occasion de pratiquer ces concours-là, alors que quel que soit son âge, on y a tout intérêt et on peut y prendre du plaisir. Donc ça, c'était le premier constat. Et le deuxième, c'est ce que je disais sur le côté interdisciplinaire, c'est que moi, j'adore écrire des discours, mais je voulais créer un concours que je n'aurais pas pu gagner. Et le prix Cyrano, c'est un concours que je n'aurais pas pu gagner, parce qu'il y a des épreuves d'improvisation, de débat, sur lesquelles je serais, je pense, beaucoup moins à l'aise. Et je me suis dit, c'est chouette de créer un espace qui est vraiment différent des autres, et où les gens qui peut-être se retrouvent pas dans les formes d'éloquence classiques peuvent briller. Tu vois, nous, on a plein de poètes, poétesses, qui dans des concours peut-être d'avocats vont paraître trop lyriques, pas assez sérieux. On a des stand-uppers quasiment idem dans un Lysias, je pense, seraient moins bien accueillis parce qu'on leur dirait « oui, c'est drôle, mais il n'y a pas de fond ». Alors nous, il y a quand même du fond, mais on veut laisser aux gens le soin de choisir quelle est leur signature oratoire. Et quelle que soit cette signature-là, ils ont leur place dans notre concours s'ils savent l'exploiter avec talent. Ouais, c'est vrai que moi, c'est ça qui m'avait assez surpris lors de la projection du film, puisque vraiment, je connaissais rien ni personne, de voir comment justement l'éloquence pouvait être plurielle. Comment il existait vraiment différentes formes d'éloquence et qu'il fallait parfois sortir de l'archétype un peu classique, 5 minutes, positif, négatif. Mais c'est celle par laquelle j'ai commencé et toi aussi, je crois, avec le concours d'HEC Paris, c'est ça? Oui, un format similaire. Alors pour le coup, c'était 10 minutes de discours, ouais. Mais format classique, disons. Et que je commence aussi par hasard, voire par ennui. C'est que j'ai fait une école de commerce, qui est un lieu où on a beaucoup de temps et donc beaucoup d'ennuis. Et je voulais occuper ce temps-là de la manière la plus intelligente qui soit. Donc j'ai fait ce concours-là plutôt pour me challenger parce que, un peu comme Corentin que tu as reçu, je suis plutôt un timide naturellement. Et en fait, j'ai découvert des choses que je n'aurais jamais imaginées auparavant. Le goût de l'oralité, évidemment, mais plus encore que ça, le goût de l'écriture et de la poésie. Et parfois, vraiment, on découvre des choses en soi qu'on n'imaginait pas, par hasard ou par ennui. Et c'est mon cas, en tout cas. Et c'est vraiment après le concours d'HEC que tu t'es dit, on tente celui d'Aix-en-Provence? En fait, à HEC, j'ai passé un moment très étrange, parce que j'étais tellement dans la volonté de faire les choses à la perfection, que j'ai pas du tout profité du moment. Okay. Et donc, je me suis dit, c'est dommage, c'est quand même rare d'avoir un espace où on a 10 minutes pour dire ce qu'on veut, devant 300-400 personnes et de ne pas en profiter. Et donc j'ai fait Aix l'année suivante pour me dire, cette fois-ci je fais un concours où il y a du monde pareil et où je m'amuse. Alors en l'occurrence je me suis amusé mais j'ai perdu et donc j'ai refait Aix une deuxième fois pour me dire, cette fois-ci j'arrive à faire les deux en même temps, je m'amuse et à la fin je gagne et j'ai eu la chance que ça puisse arriver. Aix auquel je voulais annoncer sur mon compte, je participe aussi cette année. Je suis assez stressé, mais quel conseil, puisque je t'ai en face de moi, quel conseil sur Aix, qu'est-ce que tu me conseillerais d'être? Je pense qu'il y a un enjeu de creuser sa singularité. Pour le coup, les gens, à la fin c'est le public essentiellement qui vote, il y a un mélange du vote du jury et du public, mais plus largement dans une finale de concours d'éloquence, c'est à la fin qu'on se dise « Ah oui, Alain c'est le mec qui fait ça, c'est le mec qui a su créer telle émotion, tel univers, telle atmosphère ». Donc première chose c'est ça, et deuxième chose là c'est pour le coup comprendre quelles sont les spécificités du concours. Tu vois, le concours Lysias dont on parlait à l'instant, qui est un concours d'éloquence de faculté de droit, n'a pas du tout les mêmes spécificités que Aix, qui est un concours qui est dans un théâtre, devant 1300 personnes, devant un public aixois qui est assez particulier. Et donc il y a des choses différentes qui sont un peu obligatoires dans ce genre de concours. Typiquement, l'humour, je pense, doit exister d'une manière ou d'une autre dans ce discours-là, à Aix en tout cas.
pas forcément faire que ça, d'ailleurs ne pas faire que ça, parce que c'est une mauvaise idée de faire qu'une seule chose dans un discours, mais se dire, tout en respectant ce que je suis et ma singularité oratoire, j'arrive aussi à faire rire les gens. Et si tu mélanges les deux, à la fois je suis très singulier et en même temps j'arrive à me plier un peu aux exigences, normalement à la fin, tu es couronné de beaux lauriers. Alain! Et toi, comment tu l'as trouvé ton style oratoire? Parce que tu as vraiment un style propre et c'est ça qui est beau, c'est quand on entend Pierre Faury, on pense tout simplement et rapidement au jeu de mots, à l'humour. Comment tu as trouvé ce style-là? Mais qui évolue d'ailleurs ce style. Ouais. Au début, c'était en effet un style très jeu de mots, parce que je regardais des concours d'éloquence d'HEC, de Sciences Po, etc. sur YouTube, et que les gens qui gagnaient faisaient des jeux de mots. Okay. Donc je me dis, tiens, il faut gagner, pour gagner, il faut faire ça, c'est ça l'exercice. Je faisais des jeux de mots. Plus le temps passe, plus j'évolue vers un style plus lyrique, plus poétique, où le jeu de mots, j'essaye en tout cas, je sais pas si j'y arrive, veut devenir plutôt un trait d'esprit. Et à la fin, on se dit pas, tiens, c'est marrant, mais on se dit, tiens, c'est surprenant et ça fait réfléchir, voire ça émeut. Et donc maintenant, j'évolue vers un style qui est beaucoup plus poétique, qui peut-être marcherait moins bien dans les concours d'éloquence, mais j'en fais plus, donc ça me dérange pas. Et parce que je crois qu'il reflète aussi ce que je suis et ce que j'aime. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé, j'aimais voir des concours d'éloquence où il y avait des jeux de mots. Aujourd'hui, j'aime lire de la poésie, donc naturellement, on est aussi la somme de toutes ces inspirations, et mes inspirations aujourd'hui sont très lyriques, très poétiques, et donc naturellement, j'évolue vers ça. Mais comment je trouve le style? C'est aussi de l'échec, des tentatives qui marchent pas. J'ai essayé par exemple d'être très théâtral, mais il se trouve que ça correspond pas à qui je suis au fond de moi. Et dès qu'on se trahit, entre guillemets, dès qu'on essaie d'être quelqu'un qu'on n'est pas, ça échoue toujours. Et donc moi, je ne pourrais jamais avoir une éloquence théâtrale de tribun, mais comme j'ai une forme de timidité, un rapport à l'émotion qui est très important pour moi, une éloquence lyrique, très logiquement, fonctionne mieux. Et ce qui est important, au fond, c'est l'introspection qui précède le concours d'éloquence. C'est de se dire, au fond de moi, qui suis-je? Et quand on a répondu à la question, souvent c'est beaucoup plus simple de trouver son style ensuite. Je suis parfaitement d'accord. Voilà, je n'ai rien à ajouter, c'est parfait, c'est clippé. Pour faire le lien avec cette question de la poésie qui te tient vraiment à cœur, une petite séquence que j'aime bien, c'est imaginons que tu es ministre de la poésie. Donc je vais te demander de répondre et de compléter les quelques phrases que je vais te donner. Moi, ministre de la poésie, je rendrai obligatoire la lecture d'un recueil au choix de poésie avant la fin du lycée. En fait, personne aujourd'hui ne lit des recueils en entier. Et je pense que c'est une bonne manière évidemment d'enseigner la poésie que de lire un texte par ici, un texte par là. Dans les faits, comprendre la profondeur d'un auteur et de ce qu'il veut raconter dans un recueil, je pense que ça aide et personne ne le fait aujourd'hui et c'est bien trop dommage. C'est quoi le premier recueil de poésie que tu as lu, tu t'en souviens ou pas? Ou qui t'a marqué? C'est atrocement banal comme réponse, mais c'est Les Fleurs du Mal. Ok. C'est banal, mais c'est un tel chef-d'œuvre que parfois la banalité est justifiée. Moi, le mien, c'est aussi un peu banal, c'est aussi le lycée, c'est Alcool, d'Apollinaire. Bien sûr. Ouais. Voilà. Si la poésie gouvernait le monde, la première loi serait... l'obligation de trouver les choses belles, quelles qu'elles soient. De trouver du beau dans tout ce qui existe. Et je crois que la poésie, c'est ça. Parfois, on se demande, qu'est-ce que c'est que la poésie? Je crois que c'est un regard sur le monde. Tout peut être poétique si on le regarde de la bonne manière. Et ma citation préférée, c'est une phrase de Chesterton qui dit « Le monde ne mourra pas par manque de merveilles, mais par manque d'émerveillement. » Et je crois qu'au fond, ce qui se joue, c'est ça. C'est réussir à s'émerveiller, même des choses tristes, même des choses banales, ce que fait Ponge, par exemple. Je crois que c'est ça la poésie. Donc la loi, ce serait de s'émerveiller un petit peu plus au quotidien. C'est beau, c'est beau. Et dernière phrase, la poésie, pour moi, c'est... Alors j'ai un peu répondu à la question d'avant, mais c'est trouver de la beauté dans absolument tout. Ouais. Et de se laisser émouvoir par le monde. La poésie, c'est l'inverse du cynisme. Le cynisme, c'est rien ne m'émeut. La poésie, c'est tout m'émeut. Et je crois que c'est une belle vision du monde à avoir. Je suis exactement d'accord avec toi. Et en fait, ça fait vraiment écho à ce matin, où j'essaye aussi de cultiver ce que j'appelle cette poésie du quotidien. Cette chose qu'on voit belle, mais qui est pourtant banale si on le contemple de manière objective. J'allais faire mon petit sport de Parisien bobo, et je passe dans un parc, et je vois une personne âgée, handicapée, en fauteuil roulant électrique, et derrière, un petit enfant de 6-7 ans qui est tiré par le fauteuil en roller. Et j'ai vite compris que c'était le grand-père avec le petit-fils. Ça m'a beaucoup ému parce que je me suis dit que le grand-père, il sait qu'il a des difficultés, qu'il peut plus marcher, qu'il est sur fauteuil roulant électrique, et pourtant il dit à son petit « Allez, viens, on va aller au parc et je vais te tirer, en fait, on va faire du roller ensemble. » Et j'ai traversé le parc en les voyant faire des slaloms entre les fontaines, et ça, j'ai trouvé ça vraiment beau. Mais ça, c'est la poésie, alors. Voilà. Donc pour faire le lien encore plus direct avec la poésie, j'ai ramené
Je connais ce livre. Ça te dit quelque chose? Ça me dit vaguement. C'est qui l'a écrit? J'arrive pas à lire, je suis myope, donc je pourrais pas te répondre malheureusement. La théorie des cordes, ton recueil que tu as sorti cette année. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment l'idée t'est venue? J'ai toujours eu envie d'écrire un recueil, d'écrire un livre en tout cas. Et j'aurais pas imaginé que ce serait de la poésie, honnêtement. Quand j'étais petit, j'écrivais plutôt de la littérature romanesque, mais aucun projet n'a vraiment abouti parce que j'allais jamais au bout des choses. Et c'est la première fois où je me suis dit, ce que je fais, à mes yeux en tout cas, me paraît suffisamment bon pour mériter d'exister autre part que dans mon imagination ou dans les notes de mon téléphone. Et puis j'ai la chance de rencontrer un éditeur, ce qui aide quand même, faut pas se mentir. J'avais plein de textes que j'avais écrits pendant des années et j'essayais de trouver un peu la cohérence de tout ça, parce que parfois on écrit à droite à gauche des choses qui n'ont aucun sens les unes avec les autres. La cohérence que j'y ai trouvée, c'est ce titre, la théorie des cordes. La théorie des cordes, au départ, c'est une théorie physique, hein. C'est une manière de voir le monde en physique. Et il y a un peu de ça dans ce livre, de manière plus modeste et moins ambitieuse qu'en physique, mais de dire, il y a plein de cordes auxquelles on peut se raccrocher pour avancer dans l'existence. Encore plus à nos âges, Alain, tu vois, jeune adulte, la vie ressemble à un exercice de funambule. On marche sur un fil entre l'enfance et l'âge adulte, entre les passions comme l'éloquence et la poésie et la réalité du monde des études ou du travail. Bref, on est tout le temps dans un entre-deux. Et la question c'était quelles sont les cordes auxquelles on se rattache pour avancer. Et donc il y a la corde du cordon ombilical, l'enfance, notre passé, la famille à laquelle on se raccroche. Il y a la corde sensible, dans les émotions, on y revient toujours. Comment en nous, dans ce qu'on ressent, on peut puiser des éléments qui nous aident à avancer. Il y a la corde vocale, parce qu'évidemment, quand on a fait des concours d'éloquence, on ne peut pas ne pas parler des mots et de la parole. Bref, toutes ces cordes-là qui font qu'on avance dans l'existence. Et ça aboutit à un recueil d'une centaine de pages dont je suis vraiment fier. Et tu l'as dit, il y a une sincérité qui est très forte dans ce livre. Comment tu as vécu ce moment d'exposition? Assez facilement. En fait, c'est dur de se dire que ça existe vraiment dans l'esprit des gens. Et puis, une œuvre d'art, alors ce mot-là, c'est toujours bizarre quand on se l'attribue à soi-même, mais à partir du moment où elle existe dans la main de quelqu'un d'autre, elle t'appartient plus. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que les gens ne se disent pas en lisant ce livre, tiens, je vois qui est Pierre. Ils se disent, tiens, ça fait écho à qui je suis moi. Exactement. Et c'est ça la beauté des mots et de la littérature, c'est qu'en fait, les gens s'en fichent un peu de qui l'écrit. Ce qui compte pour eux, c'est ce que eux ils ressentent au moment où ils le lisent et comment ils peuvent avoir un processus d'identification aux mots qu'ils écrivent. Donc en fait, ce dévoilement-là au début, il est un peu difficile parce que je suis pudique comme beaucoup de gens. Dans les faits, quand les gens lisent le livre, ils se disent pas, tiens, Pierre est impudique ou vulgaire à dévoiler ce qu'il est au fond de lui. Les gens se disent, tiens, je suis un peu comme Pierre. Et pour aller et développer cette idée, je vais te lire un de tes poèmes qui a particulièrement fait écho en moi. Et on va pouvoir illustrer ce que tu viens de dire, pourquoi toi tu l'as écrit et comment moi je l'ai perçu. Alors ce poème, c'est des poèmes sur ta peau. J'écrirai des poèmes sur ta peau. J'écrirai des romans qui parleront de toi. Je dessinerai des lignes voguant sur tes veines comme un radeau. Et je tracerai des rimes sur ton dos avec mes doigts. Car tu es l'unique feuille et le seul carreau sur lesquels les mots ne s'effacent pas. Car tu es l'unique fleuve et le seul bateau pour qui mon encre coule quelquefois. Explique-nous, parle-nous un peu de ce poème. Mais il vient d'une expérience qui est réelle, à savoir que j'ai une de mes meilleures amies avec qui on ne peut pas faire de tatouage dans notre vie parce que nos parents nous déshériteraient, on serait ratés de nos familles respectives, mais on aime, quand on se voit, se laisser un petit mot l'un à l'autre, et plutôt que de l'écrire sur une feuille qui serait rangée dans un tiroir, on se l'écrit sur la peau l'un de l'autre. Et donc littéralement des poèmes sur nos peaux, alors des poèmes très courts, pour le coup c'est quelques mots en général, et ça m'a inspiré ce texte, je trouve, en amitié, en amour, on peut l'interpréter comme on veut, hein. Parfois les mots qu'on a à dire à quelqu'un sont tellement puissants, tellement intimes, qu'on voudrait presque les graver sur la peau de l'autre, et c'est tout ce que dit ce recueil-là. Ouais, ok. Ben, je suis content d'avoir le revers de l'anecdote, parce que moi, je l'ai interprété de manière sentimentale. En fait, ça fait écho à quelque chose en moi de différent. Et c'est vrai que c'est beau de voir comment la poésie, c'est cette littérature qui peut être interprétée de tellement de façons différentes, en fait. Tu donnes une part de soi, mais les gens reçoivent ce qu'ils ont envie de recevoir. Et il y a 1000 interprétations d'un texte qui sont possibles. Je sais pas si on a une bonne. Il y a l'origine du texte et pourquoi il a été écrit. Maintenant, c'est aussi ça l'intérêt de la pluralité du langage. C'est qu'on peut y trouver des doubles sens, on peut y trouver une compréhension du monde. Tu vois, quand on est en cours de français au lycée, parfois ça nous fait rire parce que notre prof, il fait des analyses très étranges sur un texte d'un auteur. Oui. On se dit, mais jamais Balzac, en écrivant ça, n'y aurait songé. Peut-être que c'est vrai, mais malgré tout, il l'a écrit comme ça. Et si c'est écrit comme ça laisse une part à l'interprétation. Et donc,
Si un tel ou une telle voit dans le texte cette image-là, cette pensée-là, cette émotion-là, c'est qu'au fond, c'est tellement bien écrit que ça laisse la place à plein d'interprétations différentes. Un texte trop littéral qui ne laisse la place à aucune interprétation et un texte qui, au fond, est un peu plat. Est-ce que toi, c'est un peu la question piège, mais ou difficile plutôt, est-ce que tu as un poème que tu préfères dans ton recueil ou qui se détache du lot? Il y a un poème qui s'appelle Cicatrices, que j'aime beaucoup, qui commence par la phrase suivante qui est « Le bonheur aussi laisse des cicatrices ». Et j'adore ce texte, parfois sans trop savoir l'expliquer, mais je trouve qu'il est une très belle définition de ce que je suis, c'est quelqu'un d'un peu mélancolique, où tout ce qui a été beau pour moi est une forme de souffrance, parce que ça ne reviendra pas. C'est la phrase qu'on connaît, c'est « on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve ». Et donc la beauté qu'on a expérimentée une première fois, quand bien même elle reviendrait, on ne l'expérimenterait pas de la même manière. Et je vis ça comme une forme de souffrance. Et ce texte-là, je trouve, le dit bien aussi. Ben, félicitations, vraiment. Merci beaucoup, c'est pas le mot, mais j'ai été assez impressionné de voir comment chaque poème définissait ton style et le redéfinissait en même temps. Parce que tu t'amuses des mots, mais tu t'amuses du mot, en fait. C'est à peu près la même phrase, on est d'accord. Mais non, j'ai trouvé quelque chose. J'ai été très ému par ton recueil et il est partout en librairie, oui, j'imagine. Exactement. C'est un excellent cadeau de Noël. On n'est pas à Noël du tout, mais vraiment, lisez-le. Et je fais une transition juste sur ce point-là, mais tu vois, le rapport entre poésie et éloquence, pour plein de gens, il n'est pas du tout évident. C'est vrai. Et je trouve ça chouette qu'on arrive à instaurer, à instiller des styles un peu différents dans l'éloquence. Et je trouve que ce style lyrique, il est très important. Une éloquence qui est purement ou didactique ou humoristique, je trouve, perd quelque chose de ce qu'est la parole, qui est un don de soi. Et donc quand on donne des choses, on doit donner des émotions. Et je trouve que la poésie est une excellente manière de réussir à le faire. J'ai essayé de te donner mon avis sur ton style d'éloquence. Tu vas faire la même chose pour moi et pour voir si on est sur la même longueur d'onde et surtout si on est vraiment ce qu'on croit être. Okay. Moi, quand je t'ai découvert et que j'ai vu ton style, bon, c'est vraiment les mots que tu as employés, hein, cette douceur. Et honnêtement, ça m'a un peu étonné parce que moi, j'étais un peu dans l'archétype très classique où l'éloquence devait être très théâtrale, très prononcée, un peu dans mon style finalement. Mais j'ai été séduit parce que j'ai vu autre chose. Et cette douceur-là, cette intimité, quand j'écoute tes discours, et je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps justement pour préparer le concours d'Aix, t'arrivais à créer une bulle grâce notamment à ce jeu des jeux de mots qui font que on est très attentif à ce que tu dis et on est toujours dans l'analyse où on se dit en fait « Ah, il a dit ça, mais ah ok, en fait, il voulait dire ça. » Et il y a ce truc un peu en deux temps et j'ai été extrêmement séduit parce que je me suis dit « Waouh, c'est beau, il nous fait voyager, réfléchir et rire en même temps. » Donc c'est comme ça que je définirais un peu ton style. Je vais venir plus souvent chez toi, Alain, si je reçois des compliments comme ça à chaque fois. Réinvite-moi, honnêtement. Et non, j'espère que tu as raison en tout cas, ça me touche beaucoup. Avec une nuance que j'apporte, c'est t'as raison, on est beaucoup dans l'analyse quand on peut m'écouter. Et j'essaye de revenir à quelque chose de plus brut parfois maintenant, parce que quand tu es dans l'analyse, par définition, tu n'es plus dans l'émotion. Tu n'es plus dans le moment présent. Et donc c'est toujours un arbitrage qui est un peu compliqué de... Certes, il faut ce jeu des jeux de mots, du trait d'esprit en tout cas, qui est ma signature honnêtement. Mais revenir parfois à quelque chose de plus simple, que les gens puissent aussi vivre le moment avec toi, et pas se dire, bon bah je regarderai la vidéo sur YouTube pour comprendre le 3e jeu de mots à la fin de la phrase, et qu'ils puissent dire, ok, dans le moment, je vis quelque chose. Si maintenant je fais ton analyse... J'ai été sympa, hein. J'ai été très sympa, okay. Et donc je vais être sympa aussi. En fait, je vais être sympa parce que je vais être juste et que tu as du talent, donc naturellement quand je juge ton talent, je serai sympathique. Tu as une éloquence qui à la fois est classique, et en même temps ne l'est pas, j'explique. Classique parce qu'elle est dans une forme d'exubérance, une éloquence tribunicienne. Quand on pense à l'éloquence, on pense souvent aux politiques qui prennent beaucoup d'espace, qu'on la voit qui porte, et ça pour le coup c'est toi. Et en même temps, dans ce registre classique, tu as ta vraie singularité, avec des pointes d'humour un peu narquois par moments, avec une théâtralité qui est un peu différente, et avec certes cette éloquence tribunicienne, mais qui est jamais violente. Tu vois, on disait tout à l'heure, l'éloquence des tribuns, c'est les gens qui crient, qui haranguent, etc. T'es pas dans la violence, il me semble. Les orateurs politiques sont beaucoup dans la violence du propos, au-delà de la nature de ce qui est dit, hein, dans la forme, il y a une forme d'agressivité. On scande plus qu'on ne parle. Et toi, je trouve que tu réussis à trouver souvent un équilibre assez juste entre cette éloquence classique où on prend de l'espace, où en même temps, cet espace qu'on prend n'est pas désagréable pour l'auditoire. N'hésite pas, tiens, Alain s'écoute parler,
Alain fait du bruit, ils disent Alain, derrière cet apparat un peu classique, a une vraie singularité qu'on peut creuser. Avec un défi pour toi, c'est toujours de ne pas tomber dans la grandiloquence et de rester dans la grande éloquence. Mais c'est une quête de toute une vie et chacun a ses progrès à faire, moi le premier. Merci, merci. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et justement, j'essaye de casser un peu ce style, enfin, de le rendre perfectible, en y ajoutant justement du lyrisme et de la poésie et des moments... Et de la vulnérabilité. Exactement. Et ce qui marchera très bien, je pense, pour toi, c'est parce que comme tu as ce style très exubérant, on se dit « Ah, Alain, il est sûr de lui, etc. » Et parfois, ça agace un peu les gens trop sûrs d'eux. Et dès que tu arrives à créer une dose de vulnérabilité, on se dit « Waouh, derrière peut-être la carapace ou l'apparence, il y a un petit cœur qui bat, qui je suis vivant. » et les gens sont là, en fait, dans un public pour voir ce petit cœur qui bat et qui vibre. Ce rapport à la vulnérabilité, à la parole, comment tu l'as vécu? Parce que personnellement, moi, j'ai toujours considéré au début la parole comme le fait de prouver qu'on n'était pas vulnérable, justement. J'impose ma parole, je suis là, je suis théâtral, vous voyez que je suis confiant. Et progressivement, comme tu l'as bien deviné, j'essaye de mettre des touches de vulnérabilité. Comment tu l'as abordé ça? C'est drôle, tu as utilisé le verbe « prouver ». Ouais. Mais l'éloquence, c'est pas d'être un prouveur, au contraire. Exactement. Parce que l'éthos, l'image que tu construis en voulant prouver, c'est vraiment l'image de l'arrogant. Et quelqu'un qui est arrogant, il n'est pas agréable à écouter. Il peut être talentueux, mais il n'est pas agréable à écouter. Pour ce qui est de la vulnérabilité, tous les sujets pour moi peuvent être évoqués. C'est la question de comment le faire sans vulgarité. Parce que la frontière entre l'impudeur, la vulnérabilité, n'est pas toujours très claire. Et donc c'est comment j'arrive à dire les choses sans juste raconter ma vie, parce que en fait, ma vie à moi, ta vie à toi, Alain, c'est triste, mais elle n'intéresse absolument personne. Et c'est plutôt comment, dans mon expérience à moi, dans ce que j'ai vécu, ma vulnérabilité à moi, il y a des éléments qui vont trouver des échos. Et c'est ça souvent le fil conducteur à suivre et à respecter. On est plutôt d'accord. Mais on est beaucoup d'accord aujourd'hui. C'est vrai que c'est bien. C'est dommage, on pourrait se clasher, débattre, s'insulter, et malheureusement, on n'a pas le droit. Cette séquence, je l'ai préparée parce que je pense qu'elle va te plaire. Je pense qu'il y a toujours des mots qui nous suivent, un peu comme des fantômes, ou au contraire que l'on suit, un peu comme des boussoles, ou des mots tout simplement que l'on préfère. Okay. Est-ce que toi, tu as un mot que tu portes en toi depuis toujours, qui t'accompagne, et pourquoi? Moi, c'est le mot éphémère. Plusieurs raisons. D'abord, par sa construction. Tu as le mot effet, faire de l'effet aux gens, c'est génial. Il y a le mot mère. Je n'ai pas besoin d'épiloguer dessus. Et puis, ça dit quelque chose de ce qu'est je crois la vie et de ma manière de percevoir en tout cas le monde, sur le fait que tout est très fugace, pas futile pour autant, mais que tout passe, le bien comme le mal, et ça nous renvoie à la définition qu'on donnait de la poésie. Si tout passe, alors il faut se laisser le temps d'apprécier les choses tant qu'elles sont là, nos parents, nos grands-parents tant qu'ils sont là, nos passions tant qu'on en a, notre santé tant qu'elle est là aussi, bref, se dire que tout est éphémère, et on pourrait le voir comme un drame, ce côté éphémère des choses, de se dire au fond rien ne dure, rien ne reste. Moi je le vois comme une chance, si tout durait, tout restait, on n'en profiterait jamais, on aurait une forme de certitude, et l'éphémère suppose une forme permanente de remise en question, et donc un besoin de profiter des choses tant qu'elles durent, et je trouve ça très beau. Et dans l'éphémère, je sais pas pourquoi, moi je l'associe très rapidement à la beauté, alors que syntaxiquement pas forcément, mais la beauté, justement parce que c'est éphémère. Parce que c'est éphémère, on a cette prise de conscience, donc que ça ne reviendra plus, que donc on essaye de l'analyser comme tel. En poésie, le symbole de l'éphémère, c'est la rose, tu vois, la fleur, qui en effet est belle parce qu'elle est vouée à mourir. Et il y a ça dans l'être humain aussi, je crois, que nos vies sont belles parce qu'on est voué à mourir, paradoxalement. Et donc il n'y a pas de drame à cette dimension éphémère de l'existence, je crois que c'est une chance au contraire. Et tu l'as déjà mis en scène, ce mot-là? Dans quel sens mis en scène? Rédigé dessus, chanter peut-être, danser. Mais j'ai un projet en ce moment musical, auquel je ne vais pas m'épancher, mais qui explore cette dimension-là, de l'éphémère, de l'absence, et paradoxalement de la beauté qu'il y a à tout ça. Elles ne sont pas juste des douleurs, mais qui sont aussi des sources de beauté. Ok, ok, magnifique, magnifique. Prochaine séquence, imagine que demain, horreur, mon Dieu, tu apprends que demain, enfin que le surlendemain, finalement, tu perds l'usage de la parole. On t'autorise un dernier discours de 1 minute. Alors je te demande pas de faire le discours, mais tu parles à qui et tu parles de quoi? Ton dernier discours. C'est le dernier jour d'un condamné. C'est ça, c'est ça. Petite pause, j'ai détesté ce livre. C'est vrai. J'ai pas compris. Malheureusement, je l'ai pas lu, donc je peux pas répondre à ta question. Pour ceux, ben, je veux vraiment résumer du texte vraiment foireuse, mais en gros, de ce que je me souviens de mes lectures de français, professeur excellent, Monsieur Mikos, si vous êtes par là, ou Victor Hugo, pendant tout le livre, qui est quand même assez long, je crois, c'est 200 ou 300 pages, nous raconte de manière très détaillée le dernier jour d'un condamné. On sait qu'il va mourir, mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Et donc, et c'est peut-être là où c'est intéressant, il faudrait peut-être que je le relise,
on n'arrive pas à avoir un regard positif ou négatif sur la personne. Et comme c'est très dans la description et qu'on suit tout le temps ce personnage, moi, c'est ça, ça m'a extrêmement déstabilisé. Et surtout, moi, à chaque page, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il a fait pour que je puisse avoir une idée sur le mec, quoi. Alain donne des leçons à Victor Hugo. Donc Victor Hugo, modestie, t'aurais pu faire un petit effort pour nous dire quoi, tu vois. Alors que c'est avec Les Misérables, sympa, mais bon, tu vois. J'ai pas lu Les Misérables, là, j'avoue. Ah bah ça va, un partout. Donc, quel serait ton discours et à qui tu le prononcerais? C'est une question qui est difficile. Intuitivement, j'aurais envie de dire que je le prononcerai à mes proches. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de prise de parole en public, mais il y a un enjeu qui est très important, c'est la prise de parole en privé. Parce que je pense que les paroles qui nous marquent profondément réellement ne sont pas des discours de concours d'éloquence, de politique, de députés, sont les paroles très simples qu'on échange avec un parent, un proche. En tout cas, mon discours irait, je pense, à mes proches, au sens large, peut-être ma famille réunie. Et ce que je leur dirais, ce serait très banal, là encore, mais il y a de la beauté dans la banalité. Un merci. Pas pourquoi on me condamne au mutisme comme ça le surlendemain de ce discours. Mais je crois que le plus beau des mots, parfois, c'est le mot le plus simple, et merci. D'être mes proches, d'être là autour de moi. Et peut-être que je dirais juste un seul mot, pas besoin d'une minute pour dire tout ça. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est vrai que souvent, moi, les gens, quand ils viennent me voir, ils me disent qu'ils ont vraiment besoin de beaucoup de vocabulaire pour être des bons orateurs. Et moi, je leur dis que, justement, le meilleur des orateurs, c'est celui qui dit beaucoup avec peu et avec des mots extrêmement simples. Et que le vocabulaire vient pour préciser une pensée et la rendre plus chirurgicale. Exactement. Et alors, il y a deux choses. Le vocabulaire aide à penser. Pour le coup, parce que philosopher, penser, c'est faire des distinctions entre les concepts. Et donc, plus tu maîtrises de mots, plus tu arrives à faire des distinctions et donc à être précis dans ce que tu dis. Exactement. En revanche, dans l'expression de cette pensée, avoir des mots complexes, compliqués, parler de pataphysique à chaque phrase, Alain se reconnaîtra, ça n'apporte pas forcément quelque chose, parce qu'au contraire, il y a une parole qui est simple, qui est claire, qui est concise aussi. C'est une parole qui va être efficace et donc qui va toucher les gens beaucoup plus facilement qu'une parole qui est confuse, absconse, amphigorique. Tu vois, là, je mets des mots compliqués. Est-ce que ça sert vraiment mon propos? Je suis pas certain. C'est justement le travers dans lequel je suis tombé dans la vidéo de la finale Lysias, le lien en bio évidemment, vous regardez cette vidéo, où moi je suis attiré par cette complexité, mais la complexité du fond, du sujet. Le sujet c'était « ça a commencé » point d'interrogation, et je suis vraiment allé dans le fond. Et à trop aller dans le fond, on oublie la forme et la simplicité de la forme, et ça c'est super important en éloquence. Et pour le coup, tu as raison de creuser le fond. Enfin, une parole c'est quand même d'abord et avant tout ce qu'on dit. Ensuite, simplement, le fond peut être très compliqué. Il faut que la forme le rende digeste. Je suis d'accord avec toi. Et justement, moi, le travail que je fais avec les personnes que je forme, notamment, d'ailleurs, si vous voulez réserver un rendez-vous avec moi pour faire le point sur votre situation liée en bio, c'est souvent des profils très professionnels, finalement, des directeurs commerciaux, des heads of sales, machin, très carrés. Donc, ils sont extrêmement compétents, ils savent de quoi ils parlent, mais justement, il y a trop de fond. Et c'est difficile de les suivre, en fait. Et c'est comment on fait pour que cette parole soit accessible. Et je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi, je pense que pour qu'une parole soit bonne, il faut que n'importe qui la comprenne. Je sais pas, ça fait partie de moi, où je me dis, si tu me parles de quelque chose et que je n'arrive pas à comprendre ou même à être intéressé de quoi tu parles, c'est mauvais. Et donc, ce travail de simplification, parfois de vulgarisation et de clarification, pour moi, c'est essentiel en prise de parole en public. Je suis d'accord dans une certaine mesure. En fait, il faut que les gens en face de toi comprennent. Oui. Après que tout le monde comprenne, parfois il y a des sujets qui sont tellement complexes que tu vas pas vulgariser de la physique nucléaire à des ingénieurs nucléaires en face de toi. Oui. Et ça renvoie à une dimension importante qui est le contexte en fait. Tout ce qu'on dit là depuis le début, tout ce qu'on peut dire sur la parole est vrai dans un contexte donné et dans une situation donnée, en l'occurrence la vulgarisation dans la prise de parole en public, entièrement justifiée. Dans la prise de parole en privé, ça dépend juste de l'interlocuteur qu'on a en face de ça. Oui, c'était vraiment dans le contexte public. Pour moi, c'était extrêmement important. Ouais, c'est très beau la réponse que tu m'as faite. Ça m'a beaucoup touché. Alain, quel est ton mot qui te suit dans ta vie, que tu retiens, qui t'accompagne? Moi, je dirais le mot éphémère. C'est une excellente réponse. J'aurais pas donné mieux comme réponse, honnêtement. Non, moi je pense que ça va être, mais un peu dans l'idée, hein, le mot souvenir. Moi je suis un gros obsédé du souvenir et pour mettre un mot compliqué, l'évanescence. Le fait que tout passe,
Et en fait, on est finalement dans l'éphémère, mais dans le sens où on ne se souvient que de ce qu'on veut se souvenir. Et que, en réalité, le souvenir, pour moi, n'est qu'un passé idéalisé qu'on se répète pour ne pas s'oublier. Et moi, je déteste les souvenirs. Je déteste l'idée de me rappeler de choses qui définiraient qui je suis aujourd'hui. Ces dîners de famille, ces conversations où nous ne sommes que dans le passé de « Oh, tu te souviens quand… » Ça me fait peur en fait. Parce que j'ai l'impression de ne définir mon identité que par rapport à ça et d'oublier qui j'étais la personne avant. Tu vois un peu l'idée? Oui, mais est-ce que tu n'es pas la somme de tout ça justement? C'est ça. Oui. On n'est pas des êtres déracinés, on est… C'est vrai. La conséquence d'un passé, d'une histoire, d'une famille. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ce fait de s'identifier à des choses qui n'existent plus. C'est pour ça que moi, j'enregistre beaucoup ma vie, mais de manière brute. Des discussions avec des amis, des moments importants ou pas, justement. Et de temps en temps, je revois sur mon téléphone enregistrement d'il y a 3 ans et je redécouvre la réalité brute qui est effacée à jamais. Au-delà du souvenir, tu veux dire? Au-delà du souvenir, qui n'est pas un souvenir. Et là, je me sens exister. Voilà, je pense pas que ça répond à la question. Si, ça répond extrêmement bien à la question. Ouais. Ok. Mais ça montre qu'on est un peu similaires. C'est vrai. On est des grands mélancoliques, Alain. C'est vrai que… Des grands enfants. En fait. Les poètes maudits, vraiment terrible. Beaucoup de refs de profs de français, ils vont vraiment kiffer les profs de français, quoi. On pourra vendre le podcast ensuite, préparation au brevet des collèges, bac de français. Exactement. Ben, pour faire la transition, tu as coécrit avec Elliot Nwai un livre, vraiment, pour se préparer aux prises de parole en public. Il s'appelle Exceller à l'oral, 90 règles pour préparer, comme tu le dis, des prises de parole en public. Livre qui se veut, alors est-ce qu'il l'est, je sais pas, à la fois le plus complet et le plus concret. Okay. Et j'insiste sur le concret, c'est que quand on aide des gens à prendre la parole, ou à écrire de la poésie, ce qu'on veut, on est parfois beaucoup dans le yaka faucon. Exemple, on dit aux gens, il faut apprendre à lâcher prise. Merci du conseil. Lâche prise, Alain. Non, t'as pas lâché prise, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de conseils de cette nature-là qui sont des grandes phrases, mais c'est difficile de savoir comment, concrètement, on réussit à les appliquer. Et donc, la promesse du livre, c'est que chacun des chapitres, quasiment chacun des chapitres, est illustré à la fin d'un exercice qu'on propose au lecteur pour qu'il puisse se dire « Ah ok, derrière la grande phrase, derrière les grands principes, il y a une possibilité concrète de réaliser ce qu'on me demande de réaliser. » Tu as parfaitement raison sur cette question-là. Avec les personnes que j'accompagne, il y a toujours ce volet de la pratique où sans pratique et surtout à l'oral, en réalité, on ne progresse pas. Je ne pense pas qu'on progresse à l'oral juste en lisant un livre ou en regardant une vidéo, et même dans n'importe quel domaine. Tout ce qu'on fait là ne sert absolument à rien. Non, à part rediriger vers nos livres et vers nos formations, tu vois. Non, mais je crois que cette dimension de pratique, elle est vraiment extrêmement importante. Et c'est un peu de l'anti-promo qu'on fait, toute blague à part, mais c'est important de lire de la théorie, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça que la pratique orale, les concours d'éloquence, lever la main en classe, interrompre son oncle raciste au dîner de famille, toutes les prises de parole, quelles qu'elles soient, qui nous permettent de pratiquer un peu, sont vraiment essentielles, beaucoup plus que tous les livres de théorie qui restent de la théorie. Parfaitement d'accord avec toi. Encore une fois, Pierre. Hier, j'ai fait une petite story sur mon compte Instagram où nous sommes 3 millions. 4 millions, tu m'avais dit. 4, ah oui. Bah, ça a baissé, c'est la crise. C'est la crise. C'est la crise, putain. Où justement, je leur ai demandé quelles sont les questions qu'ils aimeraient te poser. J'en ai sélectionné quelques-unes. Je vais te poser la première. Comment tu imaginais ta vie avant ton premier concours d'éloquence? Absolument pas similaire à celle que j'ai aujourd'hui, pour plein de raisons différentes. D'abord, sur la personne que je suis, j'étais quelqu'un de timide, je le reste, je crois qu'on ne peut pas changer ce genre de choses, mais qui arrive à beaucoup mieux exprimer ce qu'il est aux yeux du monde et qui a moins peur de l'image qu'il renvoie. C'est très important. Et puis, pour le coup, dans ce que je fais au quotidien, tu vois, ma vie, littéralement, c'est écrire un recueil de poésie, passer mon samedi dans un podcast avec Alain, on est vendredi d'ailleurs. Bref, c'est échanger avec les gens, c'est construire des œuvres qui, j'espère, seront un jour des œuvres d'art. Et moi, il y a 4 ans, je pensais que j'allais faire une carrière en finance, oui, HEC, dans un bureau, etc. Alors peut-être que dans 20 ans, je ferai ça, j'en sais rien, j'en ai pas envie en tout cas aujourd'hui. Mais le fait de me dire qu'il y a une voie alternative à tout ça qui existe, qui est une voie qui est celle de la passion, c'est une chose que j'aurais jamais imaginée il y a 4 ou 5 ans, c'est sûr. Est-ce qu'on peut dire que l'éloquence a un peu changé ta vie? Mais complètement, et pas pour les grandes phrases de maintenant je suis un rhéteur et donc j'arrive à convaincre au quotidien les gens, juste parce que ça m'a fait découvrir des choses en moi que je soupçonnais pas du tout.
Comment tu l'as abordé cette période de transition où c'est quand même un parcours extrêmement prestigieux, HEC Paris, et tu dis, ok, je prends le risque, entre guillemets, de suivre cette passion artistique, de mots, de littérature, et papa, maman, HEC, pour l'instant, c'est pause, quoi. Bah, c'est pas un risque, j'ai la chance de venir d'un milieu social qui est bourgeois, qui est privilégié, et donc en fait, c'est beaucoup moins un risque pour moi que pour des gens qui auraient un besoin très immédiat de subvenir à leurs besoins, tu vois. Donc, en fait, j'ai la chance d'avoir un contexte qui est favorable pour ça, et j'aurais vécu ça comme une trahison de ne pas en profiter, si tu veux. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Moi, j'ai la chance de pouvoir me dire, tiens, pendant 1 an, 2 ans, je fais de la littérature, de la musique, de l'éloquence. Si ça marche pas, je reviendrai vers le droit chemin, qui à mon avis n'est pas le droit chemin, qui est en tout cas le chemin classique. Mais comme j'ai la chance de pouvoir en profiter, je saisis cette chance-là parce que je me dis que ça peut aussi aider des gens, que je peux transmettre des émotions peut-être, tu vois. Ça aurait été paradoxalement égoïste que de pas en profiter, je trouve. Mais c'est très lié au fait que j'ai de la chance, pour le coup. Ouais. Tu vois, j'aimerais dire aux gens, vivez de la poésie, faites ça de votre vie. Ok. Il y a plein de gens pour qui c'est pas possible, et donc ces grands conseils-là, pour le coup, ils sont pas applicables. T'as pas eu un dilemme en mode... Si, que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. Ah ouais? Moi, j'ai commencé un travail il y a pas longtemps, j'ai pas pu le garder pendant très longtemps parce que j'avais d'autres projets en même temps, j'avais mes 2 livres qui sortaient quasiment le même mois, j'avais mon premier concert, enfin tu vois, je peux pas tout faire en même temps. Donc le dilemme, je suis tout le temps dedans. Même aujourd'hui, je suis dedans. Et ma façon d'essayer de le résoudre, c'est de me dire, si je prends un travail plus classique, il faut qu'il soit d'une manière ou d'une autre créatif, qui serve le projet plus large qui est celui un peu de ces dernières années, qui est de créer des choses et de pas juste faire ce qu'on me dit parce que c'est pas là où je suis meilleur, je pense. Une question un peu philosophique et introspective. Est-ce que tu es heureux? C'est vrai qu'à force de voir des vidéos de poésie larmoyantes, les gens doivent se poser la question très légitimement. Aujourd'hui, oui, en tout cas. Ok. Ça n'a pas toujours été le cas, mais à l'heure où on se parle là, vendredi à 16h30, je suis heureux. Quand on échange avec Alain, de toute façon, on est forcément, ivre de joie. Toute ma famille ne fait que le dire. Vraiment. Et toute blague à part, oui, vraiment. Et c'est pas parce qu'on écrit des choses qui peuvent être un peu tristes qu'au fond de soi, on est vraiment malheureux. C'est pas le cas en tout cas. Question de Lola. J'ai toujours voulu me lancer en éloquence, mais j'hésite. Qu'est-ce que tu me conseilles? Conseil classique aussi, mais juste fais-le et tu verras ce qui se passe. Option 1, ça se passe très mal, tu vas te rendre compte que c'est pas très grave. Que toi tu l'oublieras, que les gens autour de toi qui auront vu ton concours ou tu t'auras raté l'oublieront. Option 2, ça se passe pas très mal et dans ce cas tu continueras. Et donc en fait, dans le pire des cas, il se passe rien. Dans le meilleur des cas, ça peut changer ta vie. Donc bah Lola, lance-toi. Et dernière question de Quentin. Est-ce que Alain est un excellent coach pour progresser à l'oral? Quentin qui s'appelle en vérité Alain Charles Ribera. C'est le 2e compte d'Alain. J'ai jamais été coaché par Alain, mais de ce que je vois de lui, je pense qu'il a toutes les qualités pour être un très bon coach. Et qu'aimerais-tu que soit ton dernier mot? De ce podcast ou dans ma vie, Alain? Ah, c'est vrai que selon comment on l'interprète, c'est extrêmement différent de ce podcast. Le mot de la fin. Ce sera 3 mots, 4 mots si tu m'autorises, qui résument tout ce qu'on a dit. C'est merci pour l'éphémère. Merci à vous, cher public, chers viewers, téléspectateurs, youtubeurs, on va s'arrêter là, d'avoir visionné cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Merci Pierre. Salut Alain.